je suis à Meaux, à la médiathèque Luxembourg, où va avoir lieu cet après-midi le salon des auteurs locaux. Donc là, c'est pas encore commencé, le public va pas tarder à arriver, les auteurs sont en train d'arriver et on va aller faire un petit tour du salon donc avant l'ouverture. Alors vous êtes avec des skateboards ou des livres sur les skateboards? Absolument, c'est tout l'historique du skateboard à travers mon vécu puisque je suis le premier pro français en fait. Et j'ai commencé donc en 1975 au Pays Basque et j'ai atterri en région parisienne et j'ai suivi toute l'évolution jusqu'à la présidence de la fédération. Bonjour, je m'appelle Marie. J'ai écrit une histoire qui s'appelle Le Petit Chien Perdu. C'est l'histoire d'un petit chien qui se retrouve dans la rue tout seul et qui a perdu sa mère très tôt. Et un jour, il a rencontré un petit garçon qui a partagé son goûter avec lui. Ah bah super, c'est ton premier livre? Oui, je vais en écrire le deuxième épisode. Ah voilà, donc tu restes toujours sur l'histoire du petit chien perdu, Oui. mais en deuxième épisode, c'est ça? Oui. Voilà, Voilà, donc ça va devenir une saga. voilà, voilà. Et quel âge as-tu? J'ai 12 ans Ah ouais, bah, t'as commencé jeune, dis donc. Hein. en quatrième. Voilà, donc là, c'est un atelier de dessin. dessin. Tout Donc c'est toi qui l'accompagne. Tout à fait. Alors comment tu t'appelles? Pierre-Yves César. Pierre-Yves César. Tu édites des bouquins aussi? Oui, c'est ça. Enfin non, moi je suis auteur et illustrateur et je travaille avec des maisons d'édition qui éditent mes livres. D'accord, ok. Et là, tu fais un atelier avec les parents et les enfants. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu leur fais faire? L'objectif là, c'est un petit peu de se dégrossir au niveau du dessin et on explore un petit peu une méthode avec des formes géométriques simples qui vont permettre à la fin, au bout d'une petite dizaine de minutes de travail, de trouver des formes et puis de trouver des dessins qu'on n'aurait pas forcément imaginé au début. D'accord, ok. Alors je fais un tour. Ah bah là, il n'y a pas que des formes géométriques, mais bon. Vas-y, fais-moi voir ce que tu fais, toi. Ouh, c'est joli ça. Ah bah toi aussi, c'est super joli, dis donc. Oh là là. Bravo. Et alors, donc toi, tes illustrations et tes livres que tu publies, en fait, c'est essentiellement à destination de la jeunesse, c'est ça? Je fais, oui, livre jeunesse avec les éditions du Sabot Rouge, qui sont une maison d'édition du Sud Seine-et-Marne, et qui a pour principe de mettre en avant le patrimoine local. D'accord. Et je fais aussi de la bande dessinée, de science-fiction, et puis de la bande dessinée historique. D'accord, ok. Et alors, tu arrives à en vivre bien de toutes tes productions ou... Oui, ça va. Je me partage entre du travail de commande pour des agences de communication et des maisons d'édition. Alors, bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, Alexandre Bereski. Ouais, alors, toi, t'écris quoi? Alors, c'est une enquête historique sur un tableau perdu et retrouvé de Léonard de Vinci. Il s'agit d'un portrait, le portrait d'une jeune princesse royale, la fille aînée du roi François Ier. D'accord. Dont la personne et le nom étaient perdus dans les limbes du temps. Alors c'est un travail qui a duré 5 ans, voilà. Et je suis fier de dire que voilà, le tableau actuellement est en train d'être analysé par des experts en Italie. Et j'ai pu moi-même voilà, rencontrer un expert de Léonard de Vinci en Italie et d'autres experts ailleurs qui ont validé mon enquête historique. Donc voilà. Eh ben, super. C'est vraiment une belle histoire. Et t'es en avant-première et tout. Bah écoute, bravo. Et t'as écrit d'autres bouquins par ça? Alors après, moi-même je suis professeur et je fais de la traduction. J'ai traduit de la poésie du hongrois vers le français, de l'espagnol vers le français. Et là, alors voilà, j'ai des publications plutôt universitaires. D'accord. Et là, c'est ma première publication pour le public. Grand public, d'accord. Voilà. Et c'est ma fille et mon épouse Eh ben, je vais l'interviewer, ta fille. qui m'ont poussé à faire ce travail, parce que ça m'a pris beaucoup de temps, mais c'était passionnant.
Parce que voilà, qui dit enquête historique, eh ben, c'est une vraie aventure. Bon, il y a les archives, bien sûr, beaucoup de temps dans les archives, à la BNF et ailleurs, les bibliothèques patrimoniales, les fonds des châteaux, puis des voyages à droite, à gauche. Voilà, là où a vécu Léonard de Vinci, je suis allé aussi dans son village natal, à Vinci. Voilà, une très belle aventure. Alors bonjour, je suis avec Aline et Eva. Donc Aline, tu es la directrice, hein? Voilà. Et Eva, toi tu es en charge des événements, des actions culturelles et du coup des événements littéraires comme ça. D'accord. Alors cette année, voilà, on a un règlement du salon, on a mis en place un système de formulaire en ligne. Donc les auteurs peuvent candidater, il y a un temps donné. Voilà, le formulaire est disponible en ligne et via nos affiches sur des QR codes. Voilà, il y a à peu près 1 mois et demi, je pense, pour candidater. 2 mois pour candidater. Et puis après, on opère notre choix aussi suivant les auteurs qui sont déjà venus. On essaie de diversifier aussi le type de littérature qu'on accueille sur le salon. On a de la poésie, de la bande dessinée, du documentaire, de la fiction. Voilà, c'est comme ça qu'on opère. Super, super événement. Alors et toi Eva, là-dedans, toi tu t'occupes des relations avec les auteurs justement? Oui, plus particulièrement, oui. Donc c'est moi qui leur annonce s'ils sont retenus ou pas. Donc généralement c'est des bonnes nouvelles quand même. Et puis de vérifier si tout est ok pour eux, s'ils peuvent bien vendre leurs livres eux-mêmes. C'est une vraie question. Et puis aussi de voir s'ils veulent faire des animations par exemple, ou s'ils veulent venir pour dédicacer leurs livres tout simplement. D'accord, ok. Oui, alors je suis allé voir Pierre-Yves là, César sur son animation à destination des enfants et de leurs parents. Voilà, ça marche bien. Ils étaient en train de tous de dessiner. Voilà, sur les... C'est l'une des premières fois là qu'on fait une animation pour la jeunesse sur ce salon-là. C'est un atelier d'illustration où ils vont pouvoir dessiner des animaux à partir de ce que Pierre-Yves César fait dans ses ouvrages. Alors, je m'appelle Audrey. Audrey. Oracle professeur. Bon. Voilà. Et alors là, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais des jeux, Alors, des livres? un livre qui s'appelle Tarot la base, qui est destiné à la fois aux personnes qui sont débutantes, pour prendre en main cet outil pour tirer les cartes aux gens. Et il y a une double lecture avec pas mal d'humour dedans, pour que les gens qui sont habitués à tirer les cartes puissent avoir une vision un peu plus humoristique de la pratique. D'accord. Et donc à l'intérieur, vous avez plein d'images qui étaient très jolies, qui ont été dessinées par Yuli et briefées par mes soins. Et les gens ont demandé « Oh, mais si on sortait le tarot avec des cartes, ce serait si bien !» Et le tarot est sorti. Et ben voilà. Et donc tu as fait dessiner les cartes de tarot. Voilà, exactement. Et le jeu existe maintenant, donc on peut l'utiliser et s'amuser avec. Voilà. Et alors ça marche bien ton histoire là? Oui, ça marche bien. C'est-à-dire, Bon, qu'est-ce que tu entends par marcher bien? Eh ben, tu arrives à vendre tes produits et tout ça? Ah, bah c'est pas moi qui m'en charge, c'est l'éditeur Céline Aubry. Céline Aubry, et toi, tu écris des romans initiatiques. Donc moi, je suis psychologue Ouais. à la base. Donc c'est des romans qui font du bien et qui permettent de grandir, d'aller mieux. Donc il y a différents types de romans. Il y a des romans, donc il y en a un, c'est sur le lâcher prise. Et il y en a un autre, c'est plus sur le dépassement de soi, les secrets de famille. Alors là, voilà, c'est celui-ci. Hein, Lâcher prise, ouais. La montgolfière, évidemment. la montgolfière. Donc celui-ci, c'est sur le dépassement de soi, les rencontres. Et alors là, je vois... Ici, ce sont des recueils de nouvelles que j'ai coécrits avec 12 autres autrices. D'accord. Donc il y a 13 histoires de genres différents, de styles différents. Et celui qui est là-bas, c'est le petit dernier. C'est un guide pratique pour apprendre à s'aimer. Celui-là, là. Oui. Et donc c'est toute ma méthode de travail avec plein d'exercices pratiques pour développer son amour de soi. Et tu exerces sur Meaux alors? Sur Nanteuil-les-Monts. Non, oui, bah, pas loin, À côté. Je suis très heureux d'être au Salon du Livre de Meaux, avec les publications que j'ai faites depuis maintenant 30 ans. Ouais. Voilà, donc plus de 20 bouquins, c'est beaucoup, peut-être trop, mais voilà. Donc sur Meaux, sur la région, sur l'histoire monastique, l'histoire religieuse de la région. Et voilà, donc on continue notre petit bout de chemin, on essaye de faire au mieux. Et alors, en Mettre plus... en valeur la culture de l'abri. En plus d'être un auteur, tu es aussi un éditeur, Voilà, c'est ça. puisque tu édites
pas que tes bouquins, tu édites également des bouquins d'autres écrivains. Effectivement, donc avec les éditions Fiat qui sont situées à Montsolimau, nous publions beaucoup de livres sur l'histoire de la Brie, en particulier la guerre de 14, mais pas que. Et donc par des auteurs locaux, des auteurs nationaux. On a maintenant à peu près 200 titres au catalogue et donc disponibles sur le site internet, bien évidemment. Bonjour Daniel Clément. Oui, c'est... Alors vous êtes un auteur, vous aussi? Moi, je suis auteur de livres d'histoire locale. D'accord. Et je suis l'ancien président de la Société d'histoire de Clé et de ses environs. Donc j'écris des livres d'histoire locale. Voilà. Ici c'est Île-les-Villenois, un village au bord de la Manche. D'accord, là c'est votre dernière production, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et alors vous êtes sur quelle période en tant que histoire? Vous êtes sur la période plutôt contemporaine? Vous voyez, on raconte de la préhistoire jusqu'à nos jours là. Ah d'accord, vous balayez là. C'est l'histoire de voilà. Et monsieur le maire d'Île-les-Villenois, voilà. Bonjour monsieur le maire. Qui a sorti plein de choses de ses archives. Ah, voilà, qui vous a permis donc d'écrire et d'illustrer. Voilà, qui m'a beaucoup aidé. Parce qu'il a des archives pleines, vraiment plein. Très intéressant, qu'on retrouve dans le livre. Voilà. D'accord, ok. Et ça marche bien? Ah non. Bah les oui, il est sorti récemment, il est sorti que cette année. Donc, bon, d'accord. On en a vendu un déjà ici. Ah, voilà. Donc, une douzaine à la mairie, quand même. Ah, bah là, voilà, à la mairie, ça a du succès. Ça s'achète à la mairie. Enzo Izquierdo. Enzo, d'accord. Alors, toi, tu fais quoi? Toi, tu fais des romans? C'est des recueils de poèmes. Des recueils de poésie. Tu fais de la poésie, t'es un poète. D'accord. Depuis mes 13 ans, du coup. De 13 à 16 ans, j'ai écrit mon premier recueil Vision du monde. Ouais. C'est très personnel. Écrit sur les émotions fortes qui m'arrivaient au moment même. Après, du coup, j'ai fait le deuxième, c'est La ville au mille mots, qui est plus centré sur le thème de la ville, du coup, de ma naissance. D'accord. Les deux parlent beaucoup d'harcèlement, de périodes noires comme des périodes plus roses avec des rencontres amoureuses. D'accord. J'essaye de mélanger le sombre et le joyeux. Mais toujours de la poésie. Toujours. D'accord. Eh ben, bravo. Et quel âge t'as là maintenant? Là, j'en ai 20. 20. D'accord, ouais. Donc, t'as déjà quelques années derrière toi hein, d'écriture. Alors, bonjour, je suis avec. Comment tu t'appelles? Je suis Fino, monsieur Guedbala. Alors, Fino, toi? Oui. Tino, pardon, Fino. Fino, voilà. Alors, c'est quoi, toi, ce que tu produis? Ce sont des livres, alors, de recueils de réflexion en rime qui me sont venus, on va dire comme ça, qui traitent différents sujets, qui parlent de l'invisible et des mathématiques. Et le dernier, c'est un essai sur les mathématiques, justement. C'est mon avis sur les mathématiques. Pourquoi les mathématiques? Pourquoi quand je fais 3 x 4, ça me donne le premier et le deuxième collé? Ah ouais, donc toi, c'est les chiffres, la numérologie, c'est tout ça, hein? C'est l'occultisme, l'invisible, c'est réfléchir à se dire que pour allumer la lumière, il faut du plus et du moins. Oui. Donc il ne peut pas y avoir que la réalité visible, il nous manque forcément quelque chose. Et bien c'est à la recherche de ça, comme c'est écrit, c'est à la recherche de la vérité dont tout est hérité. Alors bonjour, je suis avec Philippe Baye. Alors Philippe Baye, toi tu as un parcours particulier parce que tu es un grand basketteur de basket fauteuil, c'est ça? Oui, j'étais un grand basketteur, quoi. Ça remonte à quelques années quoi. Ouais. Et j'ai joué 9 ans à Meaux au plus haut niveau, ouais. Dès mon arrivée en 92. Nous avons remporté 9 titres de champion de France, 9 Coupes de France et 3 titres de Coupe d'Europe des clubs champions. Et alors tu avais exposé tes médailles, ah ben voilà, elles sont là tes médailles. Voilà. Alors la première c'est celle de Los Angeles en 84 qui se sont déroulées à Stockmanville en Angleterre. Hein. La deuxième elle est de Séoul, hein, de la Corée. D'accord. J'ai aussi la bronze de Barcelone, mais qui est dans la tombe de ma mère parce qu'elle aimait l'Espagne. D'accord. Et vous avez la médaille de la Coupe du Monde en 83 à Halifax. D'accord, super, bravo.
Et alors donc tu t'es raconté à un écrivain, c'est ça? Ouais, disons que c'est une belle petite anecdote. C'est un gars qui faisait un article sur des sportifs de haut niveau qui sont nés à Vieux-Condé. Et il est tombé par hasard sur mon nom, inconnu à Vieux-Condé, et pourtant je suis natif de Vieux-Condé. Et il m'a contacté, il m'a dit bah, tiens, j'aimerais parler de toi dans mon magazine, étant donné que tu es né à Vieux-Condé et que tu as un palmarès éloquent. Hein. J'ai été d'accord, il a fait ce magazine, et après avoir reçu le magazine qui m'a plu, il m'a recontacté et il me dit tiens, j'aimerais bien faire un livre sur ton histoire. Et voilà, c'est Olivier Crétel. Et par l'intermédiaire de l'édition Taz Édition. Et puis après c'est parti. Voilà, je raconte tout de ma naissance à maintenant. Il y a des trucs très émouvants, très choquants, que je ne peux pas dire parce que les lecteurs doivent le découvrir en achetant le livre. Et en sachant que je ne gagne aucun argent pour ce livre, que mon pourcentage je remets entièrement à l'association Wonder Augustine, qui c'est une maman qui a perdu sa petite fille de 4 ans d'une tumeur cérébrale inopérable. Elle a créé une association et avec les gains qu'elle récolte, elle paye l'hébergement des parents qui vont voir leur enfant malade. J'ai trouvé ça génial. D'accord, bah super, bravo, belle générosité. Et alors toi, tu es paralysé de naissance, c'est ça? Oui, alors on a découvert à l'âge de 4 ans que j'avais un syndrome de Klippel-Trenaunay. Ce sont un chapelet de tumeurs et des artères qui se bouchent. D'accord. Et c'est une maladie en général qui se propage à 95% chez les femmes. Déjà à la naissance, j'avais gagné quelque chose. Voilà. Donc j'étais voué à gagner plein de trucs. Ben, super, bravo. Et là, tu es avec ton entraîneur, là? Non, alors ça c'est... L'entraîneur, c'est monsieur. Ah, l'entraîneur, Levelin. C'est moi, oui. Bonjour l'entraîneur. Bonjour. Alors oui, le club de basket fauteuil de Meaux est réputé, hein? Il a été réputé grâce à l'avenue de Philippe. Ouais. Parce que bon, il votait dans le milieu du classement de National 1 au plus haut niveau. Et quand il est arrivé, on m'avait vendu Monsieur Bail comme le meilleur marqueur de France, qui arrivait dans la commune de Clégy, en 92, qui arrivait dans la commune de Clégy, parce qu'on a été l'accueillir avec le président Roussel, qui malheureusement est décédé depuis. Et avec lui, il nous a dit, tous les titres sont venus. Ouais, j'ai vu, hein. Sacré palmarès. Il y avait Philippe plus les autres. Mais il n'était pas tout seul. Voilà, les autres aussi, c'était très très bons joueurs. Moi, je me suis adapté à eux, plus qu'ils sont adaptés à moi, sûrement. Et par le biais de tout ça, on a fait une fois, si je me souviens bien, 57 victoires d'affilée. D'accord. En championnat de France et Coupe de France. Je ne parle pas de Coupe d'Europe. Et toi alors? Alors, moi je suis l'éditeur, à savoir le créateur. Ah, toi t'es l'éditeur, d'accord. De tout ce sport édition. C'est la première maison d'édition spécialisée dans le sport pour tous. D'accord. Avec une prédominance justement sur les sports paralympiques et les athlètes paralympiques et tous les acteurs du mouvement paralympique et du sport. Donc tu devais accompagner... forcément, quand j'ai reçu le manuscrit, il n'y avait pas de doute possible. Alors il a fallu l'édulcorer un petit peu parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, Philippe a une grande gueule qui lui a joué parfois des tours un peu dans sa carrière. Mais voilà, le contenu, enfin même le style d'Olivier qui a su retranscrire toute la gouaille et tout le franc-parler de Philippe, enfin, c'est juste génial. Donc, ok. Et moi par ailleurs j'ai aussi écrit un recueil de portraits d'athlètes paralympiques qui ont participé aux Jeux de Paris. Ah d'accord, alors il est où votre bouquin? Il est là, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà, Jonathan Roman, pardon. Christine Bretonnier-Andréani. Alors, Christine Bretonnier-Andréani, il y a beaucoup de Giono, là, je vois. Il y a 3 livres sur Giono. Ça veut dire que tu es une grande spécialiste de Giono, c'est ça? Tout à fait. J'ai 2 doctorats sur Jean Giono. Donc, je suis spécialiste de Giono. Et donc, j'ai écrit des essais sur Giono et j'ai 2 thèses de doctorat sur Giono. Alors, les essais, il y en a un premier qui s'appelle Le combat avec l'ange, un autre qui s'appelle Quasimodo Extramodum. Pas évident de savoir que c'est sur Giono, mais enfin. Et puis, un Giono et la Corse. Un paradoxe. Giono et la Corse, c'est un paradoxe, mais en effet, Giono n'est jamais rentré en Corse, à l'intérieur des terres. Il a fait simplement le périmètre de la Corse, il a tourné autour de la Corse. Mais par contre, tous ces personnages peuvent rebondir avec des personnalités réelles de la Corse. D'accord. Par les personnages et les personnes réelles en Corse. Et alors,
je vois que tu as également de la poésie. Coécrit avec Stéphane Marty, Christine Bretonnier. C'est un poète avec qui j'ai rédigé ce recueil de poésie. L'objectif étant c'est pour ça que ce recueil de poésie s'appelle Écho et Contrepoint, parce qu'on est parti du même thème, du même titre, du même premier vers, donc comme un jeu poétique, et j'ai fait des textes à partir des siens, sur le même thème de ses propres poèmes. J'ai une écriture extrêmement concise, alors que lui a une écriture plus ample. Alors, je vois que tu as un écran vidéo, là, avec des images qui passent. C'est quoi ça? Tu nous dis un peu ce que c'est? C'est une lecture musicale qui va avoir lieu le 23 mai 2025, donc au musée de la Grande Guerre de Meaux. Cette lecture portera sur le grand troupeau des Angenots, et donc qui évoque la guerre de 14-18 à laquelle Giono a participé. Et il y aura donc une lecture avec de la musique par définition, et il y aura un ami qui va venir de Corse pour faire des lamenti, pour chanter en direct des lamenti. Les lamenti étant des chants qui étaient chantés par les poilus. Qui sont des complaintes, hein, c'est de l'italien. Ouais, des complaintes qui étaient chantées par les poilus dans les tranchées. D'accord. Et alors là, les images qu'on voit, c'est parce que ce spectacle, tu l'as déjà donné. Absolument, nous l'avons donné avec Marc. Nous l'avons donné donc, au musée de Bastia, parce que le directeur du musée de Bastia est spécialiste des deux guerres, la première et la deuxième, et donc il nous a fait l'honneur de nous accueillir dans l'auditorium du musée pour faire cette lecture musicale. Vincent Majewski. Vincent, alors toi tu écris quoi toi? Alors aujourd'hui ce que je présente principalement c'est mon travail autour de la Première Guerre mondiale. Je suis habitué normalement à des livres strictement historiques et je viens de commettre mon premier roman historique autour de la Première Guerre mondiale. D'accord, un roman historique donc sur la Première Guerre mondiale, d'accord. Toute ressemblance avec des personnages réels ou ayant existé serait purement volontaire. D'accord, eh ben c'est super. Et alors c'est qui Ce sont deux jeunes du village où j'habite. Ah voilà, j'habite d'accord. à La Trétoire. La Trétoire c'est à côté de Rebais. Ouais. Et j'ai imaginé deux jeunes de La Trétoire qui auraient été mobilisés au régiment de Coulommiers, le 69e d'infanterie, et qui auraient fait leurs années de guerre avec ce régiment. Donc je suis strictement les déplacements du régiment de Coulommiers à travers les yeux d'un de ces deux jeunes qui écrit son petit journal. D'accord. Et en prime, avec son copain. Et en prime, tu t'es fait éditer aux éditions Fiacre. Les éditions Fiacre, j'ai fait partie des premiers auteurs édités aux éditions Fiacre. Il y a déjà... j'ai été le premier livre édité aux éditions. Que je viens d'aller voir. Tout à fait, Damien. C'est un ami de très longue date. Et je sais pas, je dois avoir peut-être 5 ou 6 titres aux éditions Fiacre. D'accord, chez lui. Chez lui, mais après j'en ai d'autres ailleurs aussi. Hein. Ouais, ouais. Bon, il est devenu mon éditeur exclusif. Avec Thierry Dupin. Alors Thierry Dupin, toi tu es un pro du skateboard. Oui, c'est ça, exactement. J'ai commencé, je suis un des pionniers, un des tout premiers. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait aucun recul, il fallait tout créer soi-même. Et j'ai vécu le skateboard depuis plus de 50 ans jusqu'à aujourd'hui. Je roule encore à mon âge. Il n'y a pas de honte à avoir à ça, parce que c'est un excellent moyen de transport. Et puis au-delà de ça, c'est une culture au sens large, on va dire. Parce que le skateboard, ça vous apporte un tas de choses au sport extrême, il ne faut pas l'oublier. C'est l'art, c'est la création, c'est un jeu, c'est un moyen de transport, c'est un objet d'intégration sociale, c'est tout à la fois le skateboard. C'est un support de communication, voilà. Et alors tu en as écrit un bouquin qui s'appelle les mémoires du skateboard, les années folles. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce livre est en projet depuis déjà une trentaine d'années où j'ai commencé, parce que tout le monde m'a dit mais avec ce que tu as vécu c'est assez incroyable, c'est unique, aujourd'hui il y a des situations qu'on ne pourrait pas se permettre, que tu as vécu, tu as connu énormément de gens, de célébrités, de politiques, dans le show business, tu as navigué un peu partout, donc raconte tout ça. Et je m'y suis mis, et j'ai arrêté, j'ai repris, et puis au bout d'un moment je fais voilà, les JO vont approcher, ce sera un bon tremplin, et puis après tout, avec toute la matière que j'ai passé des mois à recomposer le
puzzle dans la chronologie parfaite. Voilà, j'ai utilisé toutes mes archives que j'ai retrouvées au grenier, des photos, des choses incroyables. Eh ben, super. Voilà, voilà. Et j'ai été le premier pro français, pour préciser, qui a fait découvrir le skateboard à la France entière par le biais d'une émission célèbre à l'époque, La Tête et les Jambes. Et là, j'ai touché des millions de téléspectateurs qui ont découvert l'aspect sportif du skateboard. Donc j'ai battu des records en direct, des records du monde à la télé, grâce à cette émission-là. Et ça m'a permis de rebondir après, une nouvelle célébrité de la pratique, classée par les meilleurs Français, etc. D'accord. Voilà, jusqu'à la chute, et au renouveau, et la chute, et au renouveau encore. Et aujourd'hui, ça s'est bien ancré dans la société. C'est vraiment très très confortable et très très bien perçu. C'est même aux Jeux Olympiques. C'est même aux Jeux Olympiques, bien sûr. J'en étais ravi. C'est au niveau de l'aspect sportif qui représente qu'une minorité. Hein. C'est comme le vélo, si on pouvait licencier tout le monde, ce serait monstrueux. Donc c'est chose impossible. Parce que le skateboard, c'est pareil. Pour moi, c'est un outil à l'origine. C'est un outil, c'est une partie du corps, c'est l'évasion mentale, et c'est l'équilibre physique et mental, bien évidemment, ça va le faire. Ok, et alors là, tu nous as ramené des planches que tu as faites toi, c'est ça? Alors, pas du tout, non, ce sont des vraies planches. Alors, celle-ci, c'est un ancêtre, c'est un roll surf. Un roll surf, c'est-à-dire avant que ça devienne l'appellation skateboard en France. C'était utilisé nu-pied par les surfeurs eux-mêmes pour parfaire leur équilibre sur une planche, quand il n'y avait pas de vagues par exemple, et en fin de journée sur le promenoir de la plage. Voilà, c'était amusant. Alors les roues étaient en terre cuite, en acier ou en plastique dur. Ça faisait un petit peu le bruit d'un train sur une voie rouillée, vous voyez un peu le genre de truc, c'est très, très limité. Et quand j'ai vu ça la première fois, parce que je suis originaire du Pays Basque, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai trouvé ça génial. J'ai dit, on doit faire des choses incroyables avec ça. Et puis de là, je suis devenu très rapidement à un haut niveau, voilà. Et j'ai été embauché par le premier fabricant français de skateboard dans la grande distribution. Et j'ai fait connaître cette pratique en faisant des démonstrations devant tous les magasins de France avec lui. Et on a fait beaucoup de télé, ce qui fait que ça a commencé à démocratiser. Et là, il est arrivé la grosse vague qui a submergé le pays, où il y avait 35 000 licenciés à la Fédération de surf. C'était énorme, on était vraiment là, sans précédent, même à l'heure actuelle, c'est pas pareil. Je suis avec Daniel Troublé. C'est cela, oui. Alors Daniel Troublé, c'est quoi ce que vous écrivez, vous? Alors moi j'ai deux bouquins, l'un qui traite de la région, qui est l'histoire de la franc-maçonnerie à Meaux. D'accord. Qui a été édité par mon ami Damien Blanchard à côté, oui, aux éditions Fiacre. Et ça c'est un livre que j'ai écrit sur le village de mes ancêtres maternels, qui n'est pas du tout Briard, qui est Brieron, car je suis Briard par mes ancêtres paternels et Brieron par mes ancêtres maternels. Alors, Brieron, c'est où ça? Alors, la Grande Brière, c'est un grand marais, c'est le deuxième marais de France, qui se trouve au nord de Saint-Nazaire, au nord de l'Espère de la Loire. Ah voilà, d'accord. Du côté de Guérande, c'est au nord de Saint-Nazaire, Guérande. Et donc moi j'ai ma maison là-bas, qui est la maison natale de mon grand-père, et j'ai écrit un livre sur l'histoire du village avec un cheminement touristique, si j'ose dire, parce que c'est devenu un village musée, d'accord, en toit de chaume, entièrement préservé et authentiquement refait selon l'habitat local qui était en toit de chaume. Et donc j'ai la chance d'avoir cette maison et j'ai écrit un bouquin où j'explique quelles étaient les activités. Donc c'est à la fois de la généalogie et de l'ethnologie. Voilà. Et les deux bouquins sont aux éditions Fiacre? Pas du tout, celui-ci est à compte d'auteur, celui de Pierre Hinem. D'accord. Voilà. Et il n'y a pas de faute d'orthographe, contrairement à ce que pensent certaines personnes qui connaissent. Non. Métais, c'est le nom local des métayers. D'accord. On les appelle des métais. Ok. Donc, je me suis amusé à faire un jeu de mots aussi, Pierre Hinem, métais, comté. Voilà. Alors je vois que vous avez des petites palmes là, c'est quoi? C'est pas des palmes du tout. Comme je suis franc-maçon, c'est un acacia. C'est un des symboles de la maçonnerie. D'accord. Voilà. Oui, qui est très présente hein, dans la région là, non? Oh, oui, enfin présente, elle est présente comme dans toutes les régions de France. Oui. Il y a actuellement en France quelque chose comme 150 000 francs-maçons et francs-maçons. D'accord. Donc à Meaux, on est... Allez, ceux qui participent aux loges locales, on doit être 130, 140. Il y a 4 loges. Et puis il y en a tout alentour. Et puis il y a des gens qui habitent la région. J'en ai encore vu une hier soir. Qui habite à Cégip et qui en loge à Paris. Donc par contre, j'espère la récupérer.